Ça, c'est Youssou Ndour. Il est 20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Il réclame 2 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce sont les entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont réalisé des édicules publics dans des régions du Sénégal. En conférence de presse, ils annoncent une marche pour davantage se faire entendre. Rentrée scolaire 2017-2018, les élèves appelés en classe ce lundi 9 octobre. Après 3 mois de vacances, les écoliers rencontrés par nos reporters se disent prêts pour une nouvelle année académique. Tangori, dans le sud du pays, les populations ont marché pour exiger de meilleures conditions de vie. Un mémorandum a été remis au préfet du département. Sport, lendemain de la victoire du Sénégal face au Cap-Vert, les spécialistes du foot rencontrés disent ne pas être surpris par la prestation des Lions. Maître Augustin Senghor, lui, se veut prudent pour ce qui reste des qualifications. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. C'est avec une triste nouvelle que nous démarrons avec le rappel à Dieu d'Abdoulaye Bamba Seck, un grand artiste, parolier, scénariste, père de la chanteuse Coumba Gawlo Seck. Il est décédé des suites d'une longue maladie. La levée du corps est prévue demain, suivie de l'enterrement à Touba. Le groupe Futurs Médias de Par Ma Voix présente ses condoléances à la famille éplorée. Il réclame à l'État du Sénégal plus de 2 milliards de francs CFA. En conférence de presse, les 70 entrepreneurs du collectif des entreprises ayant réalisé des édicules publics dans des régions du Sénégal annoncent une marche pour davantage se faire entendre. Compte rendu de leur conférence de presse avec Habib Faye Mohamedien. Les 70 entrepreneurs du collectif des entreprises ayant réalisé des édicules publics dans les régions du Sénégal revendiquent à l'État leur paiement de plus de 2 milliards de francs CFA suite aux travaux effectués dans le cadre du projet Mécanisme communautaire et décentralisé de développement de l'assainissement rural MCDAR. Et nous avons réalisé des édicules publics avec la direction de l'assainissement dans pratiquement toutes les régions du Sénégal. Et après réalisation, les édicules ont été réceptionnés par les autorités administratives locales, à savoir le contrôle régional des finances, bien le sous-préfet ou bien le préfet. Maintenant, après qu'on ait nos PV de réception, et après le dépôt des factures au niveau de la direction de l'assainissement, on nous a fait savoir que nos contrats n'étaient pas valables. Et les factures qu'on avait déposées ont été simplement rejetées. Pour sauvegarder leurs outils de travail, les entrepreneurs comptent aller jusqu'au bout de leurs moyens. Si vous comptez 70 entreprises et que chaque entreprise ait au moins 5 employés, donc 70 fois 5, il y a 350 au moins chômeurs. 350 employés qui vont aller en chômage. Quel est le montant qu'on vous doit? On nous doit pratiquement plus de 2 milliards. Parce qu'à ce jour, nous avons réalisé plus de 600 édicules. Cependant, ils font appel au chef de l'État de les appuyer. On fait qu'alerter. Donc on aura une réunion de coordination, de l'organisation d'un sitting devant le ministère de l'Assainissement, en passant par une marche vers le Palais de la République. Débuté en 2016, le projet MCDAR n'a pas encore souri aux entrepreneurs qui courent toujours derrière le ministre de l'Hydraulique du Sénégal pour percevoir leurs dû. Cependant,
Il préconise d'autres méthodes de lutte afin d'être payé par l'État du Sénégal. Habib Faye, merci. Marche des populations de Tangori dans le sud du pays. Les habitants de cette localité réclament de meilleures conditions de vie. Un mémorandum a été remis au préfet qui promet de transmettre leurs doléances aux autorités étatiques. La correspondance est signée Boubacar Diassi. Des centaines de personnes arborant des brassards rouges descendent dans les rues de Tangori transgambien. Les raisons de leur mouvement d'humeur. Tangori souffre de plusieurs maux, tels que le manque d'électricité, de robinets, de ponts, les mauvaises routes, l'ensablement des rizières, le lotissement, l'équipement du poste de santé de Tangori Transgambien. Le courant est devenu une nécessité pour tous. Tangori Transgambien est divisé. Notre quartier abonde de caniveaux qui nous empêchent d'accéder facilement aux autres parties de la ville. Et chaque hivernage, il y a des gens qui meurent ici. Ce que nous réclamons, c'est simple. Nous réclamons un plan d'assainissement digne de son nom. Les marcheurs se rendent à la sous-préfecture, remettent leur mémorandum au sous-préfet qui leur répond en ces termes. Moi, je veux vous parler de l'aspect technique, de l'aspect administratif, selon notre échelle de responsabilité. On va instruire minutieusement le document et chaque point contenu dans le document, chaque doléance fera l'objet d'un rapport transmis à l'autorité compétente, acquis de droit. Donc, en résumé, c'est ce que je peux vous assurer ici. Je ne vous dirai pas plus, je ne vous dirai pas ce dont je n'ai pas la maîtrise. Ces manifestants confient que pas moins de 25 000 personnes vivent à Tangori Transgambien. Boubacar Diassi, nous restons dans le sud du pays, Kalamaï, c'est dans le département de Bignona. Les imams et une partie des populations ont organisé une marche pacifique pour se féliciter du projet de l'université UKAO à Koubalan. Ils ont formulé des prières pour la réussite de ce projet. Suivant à ce propos, Soïbou Sané, porte-parole des populations, il est interrogé par notre correspondant Boubacar Diassi. Pour expliquer le sens de cette marche, les vieux de Koubalan ont dit à l'église, on ne vous vend pas nos terres, mais on vous laisse cède pour que vous puissiez réaliser votre infrastructure. Ça va vous servir, mais ça va également servir Koubalan et le Kalounaï. Quand ils ont fini de construire le bloc pédagogique, l'église s'est rappelée de ce propos. Alors, pour matérialiser cela, on a pensé à écrire un protocole. Et c'est là le début des histoires, des tiraillements. On a fini par écrire un protocole consensuel. Il y a 11 familles à qui on devait normalement s'adresser pour la signature de ce protocole. 9 familles ont signé ce protocole. C'est à partir de ce moment que dans les familles où les gens ont déjà signé le protocole, les gens se sont soustraits et disent maintenant, ce n'est pas un problème de protocole qui nous oppose à l'UKAO. Nous ne voulons plus de l'église à Koubalan. Nous ne voulons plus de l'UKAO à Koubalan. Effectivement, nous sifflons la fin de la récréation. Pourquoi? Parce que quand on posait la première pierre de cette université, c'était le Khalif des Kalounaï qui a posé la première pierre. Éducation, veille de rentrée scolaire, les élèves savourent le dernier jour de vacances au quartier Nyaritali où nos reporters se sont rendus. Des écoliers reviennent sur les moments forts de leurs vacances. De très belles vacances, nous disent nos reporters Aminata Mbaresso ou Tcherno Laurent Mendy. Dans ce quartier populeux de la capitale sénégalaise, la rue constitue le lieu principal de jeu pour les enfants, des écoliers pour la plupart qui vivent leurs derniers instants de vacances. J'étais allée chez ma tante, j'ai vécu là-bas, je l'aidais à tout ce qu'elle faisait. Je l'ai aidée quand elle préparait, elle vendait des crèmes, quand elle préparait les jus et quand elle les vendait, je l'aidais. Maman Thiam et Fatou Kamara sont de retour à la maison familiale après des vacances passées auprès de leur tante. Aujourd'hui, elles se disent prêtes à reprendre le chemin de l'école. Je me prépare. Après, je vais me tresser. Après, je vais me tresser. Quand je finis de tresser, je vais acheter mes fournitures, mes sacs, mes habits, mes chaussures, tout ça.
3 mois de vacances scolaires, 3 mois de loisirs et de repos, les enfants retournent à l'école et pour la journée du 9 octobre prévue pour la rentrée des classes, Maman Thiam a déjà fait son planning. Je vais me coucher à 20h ou bien à 19h et m'arriver à 6h du matin. Me brosser les dents, porter mes chaussures, ranger mes fournitures dans mon sac, puis aller à l'école. Aminata Mbare-Sow, les acteurs du secteur éducatif à Saint-Louis ont tiré un bilan satisfaisant de l'année scolaire 2016-2017. Ils se disent tout de même préoccupés par l'état de délabrement avancé de certaines écoles dans le département de Saint-Louis. Plus de détails avec Ousseynou Diop Abibsek. L'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune a tiré le bilan de son plan de travail annuel pour l'année scolaire 2016-2017. Un bilan très positif aussi bien au plan des résultats scolaires que des performances des élèves en lecture et en mathématiques. On est passé de 85 à 87 en lecture et en mathématiques, on est passé de 90% à 96%. En marge de cette réunion, la situation difficile de certaines écoles de la commune a été évoquée. Et c'est le lieu vraiment de tirer sur la sonnette d'alarme. C'est vrai que l'IEF a pris le taureau par les cornes, mais je crois qu'il y a lieu de faire encore une fois de plus un plaidoyer pour qu'au moins certaines de nos écoles puissent être réhabilitées. Dans le département aussi, les acteurs ont soulevé plusieurs problèmes qui freinent la bonne marche de l'éducation dans la commune de Gandon. On a les écoles un peu distantes des habitations et ce qu'on a préconisé, c'est de favoriser les cantines scolaires. Nous sommes en train de l'expérimenter à Makatoubé. On va aussi continuer à le faire dans les autres villages où en tout cas l'école n'est pas au centre du village. Dans la région de Saint-Louis, beaucoup d'élèves sont confrontés aussi à des problèmes de fourniture scolaire. Pour mieux les accompagner, le service de l'action sociale leur a offert des kits scolaires. Le CFE, nous avons eu 100% de réussite et mieux encore, tous les élèves qu'on avait encadrés l'année dernière et qui avaient bénéficié aussi de fournitures scolaires sont passés en classe supérieure grâce à l'IA, mais aussi grâce à l'encadrement de certains enseignants qui sont prêts aujourd'hui à accompagner le service pour mieux encadrer ces enfants en situation de vulnérabilité. Malgré les bonnes performances enregistrées pour l'année académique 2016-2017, l'état actuel des infrastructures risque de plomber le système éducatif local si rien n'est fait. Baisse des accidents causés par les motos Jakarta à Thiès, les dispositions prises par la police et ses différents partenaires expliqueraient cette situation. Toutefois, la prudence est toujours de mise sur les routes pour de meilleurs résultats. Cheikh Diop, c'est la tire. Thiès demeure une ville qui accueille un important univers de conducteurs de moto-taxi Jakarta, un secteur qui compte en son sein plus de 7500 travailleurs de la route, autrefois éparpillés ça et là, mais aujourd'hui organisés par un promoteur thiessois. Chaque fois, ils ont des problèmes avec la police qui les arrête par faute de port de casque, d'assurance. Moi, je me suis dit, agissons dans le social. Mais pourquoi ne pas vraiment relever ce défi? Essayer de leur donner une formation et de les doter d'équipements sécuritaires, c'est la vie. La casque, le gilet d'identification, parce que qui porte un gilet d'identification veut dire qu'il est exclu des agresseurs. Donc parce que ce milieu vraiment, c'est un milieu que, bon, d'après la majeure partie des gens, c'est un milieu pourri. Parce qu'ils disent que c'est des agresseurs, c'est des bandits et autres. Maintenant, il faut purifier ces milieux. Et je suis sur cette voie. Et rien que sur le plan national, ils sont 155 000 conducteurs de Dakar répartis dans les 12 régions sur les 14. Seul Thiès fait 7 500 conducteurs. Sur les services j'ai formé 3 500. Ils sont venus nous proposer une formation que nous avons accepté de faire au niveau de la ville. Donc pas mal de jeunes qui s'activent autour de ces Jakarta ont été aujourd'hui formés en matière de code de la route. On les donne des gilets à porter et par cette même occasion, ils portent leur casque. D'après certaines informations recueillies auprès de la police et de la gendarmerie de Thiès, le taux des accidents de la circulation créés par ces motos Jakarta a été considérablement revu à la baisse grâce à l'organisation de ce secteur. Un conducteur de moto Jakarta qui a son gilet, qui a son casque, qui a une assurance
ceci va impacter positivement par rapport à l'encadrement surtout de ce personnel. L'histoire a démontré avec la gendarmerie qu'aujourd'hui, que les gens que nous avons eu à former, l'impact accidentel est très minime. L'hôpital régional, le docteur qui disait que maintenant on a constaté que chaque mois il y avait 26 blessés d'accident. Mais en nos jours, c'est réduit à 5 blessés. Cela veut dire que notre travail a porté ses fruits. Il y avait pas mal d'accidents par jour. On ne cessait d'entendre par exemple les sapeurs-pompiers qui faisaient des va-et-vient pour aller récupérer les accidentés sur les routes. Mais étant donné ce qui se passe aujourd'hui, après pas mal de formations, on voit par exemple ces jeunes. Aujourd'hui, tu peux rester à Thiès 48 heures, 72 heures. Vous voyez 1 ou 2 accidents. Donc ça, il faut au moins se le reconnaître. C'est un véritable ouf de soulagement du côté des populations qui ont vu baisser le nombre d'accidents quotidiennement enregistrés dans le passé. Mais aujourd'hui, au niveau de ces jeunes qui ont été traumatisés par le chômage et qui aujourd'hui se réjouissent du dynamisme constaté dans cette forme de transport créatrice d'emplois. Nous parlons littérature avec ce nouveau livre qui fait l'état des lieux de la politique du Sénégal en matière de cybersécurité. En cérémonie de dédicace de son ouvrage, Beydi Touressi estime que le Sénégal est en avance par rapport à d'autres pays de la sous-région, même si des efforts sont encore à faire pour contrer ce nouveau type de menace. Moussa Ngom et Modou Diop ont assisté à la cérémonie de dédicace compte rendu. Difficile d'imaginer le monde sans Internet et les réseaux informatiques. Des progrès techniques indéniables qui prennent une place importante dans les activités économiques. Mais le numérique est également le terrain de nouveaux délits qui n'épargnent pas le Sénégal. C'est d'ailleurs l'objet de l'ouvrage de Beydi. Dans cet ouvrage, je parle de beaucoup de choses. Je fais déjà un état des lieux, mais derrière aussi, je donne des recommandations qui sont basées sur les meilleures pratiques au monde. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé l'état du Sénégal avec d'autres pays, comme la France, comme le Vietnam, comme Singapour, etc. Et derrière, comme recommandation, je donne des recommandations aussi bien organisationnelles qu'opérationnelles. Avec le piratage, l'espionnage ou encore les attaques informatiques à grande échelle, la cybersécurité est même devenue un véritable enjeu de défense nationale pour tous les États. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des dispositifs et par rapport à la sous-région, on est en avance. Après, naturellement, la cybersécurité, c'est un phénomène dynamique. Même les États-Unis sont en train de faire de l'amélioration continue. On a quand même mis en place un dispositif. Au Sénégal, il y a la commission, la CDP qui a été mise en place, la commission de cryptographie qui est aussi mise en place. Il y a aussi à côté d'autres corps qui sont là, par exemple au niveau de la gendarmerie ou de la police nationale, où c'est des plateformes de lutte contre la cybercriminalité. Le Sénégal s'est doté d'une loi réprimant les cybercrimes en 2008 et d'une brigade nationale de lutte contre la cybercriminalité. En 2015, près de 10 000 attaques avaient été répertoriées. Le Sénégal, plus que jamais proche d'une qualification à la Coupe du Monde en Russie. Les Lions se sont imposés hier 2-0 face au Cap-Vert. Début signé Diafara Sakho et Cheikh Ndoye. Malgré le vent et la pelouse synthétique, les Lions ont assuré, nous disent nos envoyés spéciaux après Cheikh Tidiane Diao, Hamza Diallo. La bonne opération des Lions du Sénégal en terre capverdienne. Les Poulains d'Aliou Cissé qui se sont imposés 2-0 sur la pelouse de l'Estadio Nacional de Cabo Verde se rapprochent de la Russie dans un match difficile avec beaucoup d'adversité. Je suis satisfait de la victoire, je suis satisfait de mes joueurs. Je crois que c'était un tournant ici dans ces qualifications à Praia. C'est une place difficile à jouer. J'en profite pour féliciter aussi l'équipe capverdienne qui a été une très belle équipe. Féliciter mon homologue aussi, Lucio, pour le travail qu'il est en train de faire. Donc j'ai eu à le dire hier que l'ennemi du footballeur, c'est pas le soleil, c'est pas la neige, c'est pas la pluie, mais c'est surtout le vent. Donc c'est vrai qu'en première période, on a eu quelques difficultés parce qu'ils jouaient avec le vent et nous on jouait contre le vent. Mais je pense qu'on a pu bien amener à bien notre victoire, pouvoir bien gérer cette première période.
Gafra Saho, Chernoy, 2 hommes heureux. Ils savourent leur prestation avec cette victoire acquise dans la douleur. C'est très difficile. Déjà, on le savait depuis 2 jours maintenant. On s'est entraîné sur le terrain synthétique et on a vu que c'était très dur par rapport au terrain de Djambar. Et aujourd'hui, on peut être content de notre résultat et se focaliser sur les autres matchs à venir pour essayer d'arracher la qualification. On s'était dit avant le match qu'on allait défendre en première mi-temps. On allait encaisser les contres. Comme ça, en deuxième mi-temps, quand le vent sera en notre faveur, on allait essayer d'attaquer. Et c'est ça qu'on a fait et ça nous a réussi aujourd'hui. Le match dans l'ensemble, le plus important, c'est la gagne de la victoire. On était là pour gagner avec la manière. Donc aujourd'hui, on a gagné 2-0. Alhamdoulilah, Dieu merci. C'est vrai que le gardien il était mal positionné par rapport à la vitesse du ballon. Le but, c'est une récupération. Après, je vois le gardien, il était un peu loin par rapport au deuxième poteau. Et j'ai tenté ma chance. Les Lions s'emparent de la tête de leur groupe. Reste plus qu'à prendre 3 points au minimum pour s'offrir une deuxième qualification à la plus prestigieuse des compétitions en football. Le président de la Fédération sénégalaise de football, très satisfait de la prestation des Lions, Maître Augustin Senghor, se veut tout de même prudent pour ce qui reste des qualifications. Je vous propose de l'écouter. Je pense que déjà hier on parlait de ce match qui serait difficile, mais on avait dit aussi que nous ne sommes jamais meilleurs que quand on est dans des conditions difficiles et qu'on est un peu acculé. Quelque part aujourd'hui les résultats des 2 matchs combinés montrent que c'était le bon scénario parce que nous étions en embuscade derrière les 2 premiers et aujourd'hui on se retrouve propulsé au devant et il faut féliciter les joueurs qui ont tout donné, qui sont restés concentrés du début à la fin, qui ont bravé et une équipe du Cap-Vert très valeureuse, mais aussi des conditions atmosphériques assez particulières. Je dis que chaque fois qu'ils sont au niveau de l'état d'esprit, comme ils ont été aujourd'hui, je pense que cette équipe est pratiquement imbattable. Il faut qu'on reste dans cette constance-là pour pouvoir montrer aux yeux du monde que le fait qu'on nous crédite d'être l'une des meilleures équipes d'Afrique n'est pas usurpé, mais c'est notre vraie valeur. Après le reste, comme je dis, les choses ne sont pas encore faites. Il reste 2 matchs à jouer, 2 matchs importants. Il y a des points à prendre. Mathématiquement, n'importe quelle équipe de notre groupe peut se qualifier. Il faut qu'on continue le travail, qu'on mette en avant l'humilité, mais surtout qu'on maintienne cette dynamique d'état d'esprit pour aller au bout. Les spécialistes du football rencontrés par nos reporters ne sont également pas surpris par cette victoire du Sénégal face au Cap-Vert. Ils croient à une qualification des Lions au Mondial 2018. Reportage Cheikh Hassan Affal, Thierno Laurent Mehdi. Un match correct, une prestation acceptable, voilà ce que retiennent ces journalistes sportifs de la rencontre des Lions face aux requins du Cap-Vert. Pour ces observateurs, l'équipe a su gérer face aux différents contraintes de la rencontre. Le Sénégal a réussi l'essentiel. L'essentiel, c'était donc les 3 points de la victoire. En tout cas, chèrement gagné par le Sénégal chez l'adversaire, le Cap-Vert. Mais au-delà, il y a plusieurs facteurs qui font que véritablement le match est souvent difficile. C'est d'abord l'environnement en tant que tel qui est souvent hostile, tel que hier le climat qui a sévi en tout cas sur cette pelouse du stade national de Praia. Je ne me projette pas sur ces conditions parce que les 22 acteurs se trouvent dans un même terrain de football. Mais il est impliqué dans les 2 buts. Ce n'est pas tout simplement pour les Sénégalais, mais c'est pour tous les 22 acteurs. Donc ça ne nous dédouane pas de faire un bon jeu. Quand même, les conditions avec le terrain, ça a été un peu compliqué. Mais moi, je dis que c'est des professionnels, ils sont aguerris à la tâche, raison pour laquelle ils doivent s'adapter à n'importe quelle situation. Aliou Cissé et sa tactique de jeu donnent satisfaction à ses analystes. Hier, on a vu le 109 lorsque Mbaye Niang a fait son entrée. On a vu ce qu'il a eu à créer au Panguette, entre autres. Les changements, quand même, il faut saluer le choix d'Aliou Cissé, que les changements ont fait la différence hier. Aliou Cissé a eu à faire des changements tactiques qui ont permis au Sénégal de mieux maîtriser disons, ces parties. Quand on a mené 1-0, ce n'était pas évident. Il y a eu des changements qui ont été faits par l'entraîneur capverdien pour essayer en tout cas de secouer l'équipe du Sénégal. Aliou Cissé en a fait et cela a profité au Sénégal avec ce but d'anthologie qui a été marqué donc par Chernoy. Mbaye Niang, entré en deuxième période, réussit sa première avec les Lions, mais n'étonne en rien ces derniers. Moi, je m'attendais à une prestation pareille du côté de Mbaye Niang. Ça n'a pas surpris. Bien entendu, Mbaye Niang a réussi son match. Il a réussi son match. D'autres même vous diront que c'est le jour du match. Il est entré en cours de jeu et sur 2 occasions à la limite, il a permis au Sénégal donc de mettre 2 buts. Voilà, on aurait aimé le voir marquer, mais on sait que c'est un joueur talentueux, capable de porter en tout cas l'équipe nationale dans des moments quand même difficiles.
Malgré une bonne prestation collective, des joueurs ont su tirer leur épingle du jeu. S'il faut peut-être donner une mention, moi je la donnerai à Khadim Diaye, qui nous a sauvé quand même en première période de 2 buts tout faits du côté du Cap-Vert. Moi, je vais citer d'abord Khadim Diaye, le gardien de but, qui a tiré son épingle du jeu, surtout dans ce match-là. Au-delà de Khadim Diaye, il faut impliquer aussi Mbaye, parce que Mbaye, il est impliqué dans les 2 buts. Donc on ne peut pas l'écarter comme ça. Il ne marque pas, mais il est impliqué sur les 2 buts. Avec cette victoire ramenée de Praia, les Lions d'Aliou Cissé retrouvent la première place du groupe D et ne sont plus qu'à 1 point de la Coupe du Monde Russie 2018. Niang going a little bit too far, gets the ball back. Kante couldn't find the back of the net. Le ministre du Sport se félicite du coaching gagnant du sélectionneur national Aliou Cissé face au Cap-Vert. Matar Ba affirme que pour le match Afrique du Sud-Sénégal, tous les moyens seront déployés pour une victoire face au Bafana Bafana le 10 novembre. Il annonce pour très bientôt la réouverture du stade Demba Diop. Matar Ba, ministre des Sports, que nous allons écouter au micro de Cheikh Tidiane John. Nous avons réuni toutes les conditions, surtout au niveau de la logistique et tout, pour permettre en tout cas à notre équipe nationale d'être dans d'excellentes conditions de préparation et de participation. Le haut niveau, c'est la concentration. On n'a pas le temps à penser à autre chose que de la qualification. Si c'était de la pression, c'est aujourd'hui que la pression devrait monter. Parce que avant le match contre le Cap-Vert, c'était de la pression, mais on n'était pas si proche de l'objectif. En compétition, plus qu'on s'approche de l'objectif, on doit avoir beaucoup plus de concentration, d'engagement et de volonté. Le ministère des Sports, c'est une question de justice et que le vendredi passé, il y a une inspection de la direction de la protection civile qui a fait le travail. Nous attendons le rapport et rectifier ce qu'il y a à rectifier et rouvrir Demba Diop pour le mettre à disposition des sportifs. La Coupe du ministre des Sports en tir et chasse disputée ce week-end, occasion pour notre rédaction de s'intéresser à cette discipline méconnue par certains Sénégalais. La plupart estiment que c'est un sport réservé aux personnes aisées, ce qui n'est pas le cas selon des professionnels de cette discipline. Cheikh Tidiane John. Au début, j'enchaînais les tirs. Je ne prenais pas le temps de réfléchir ni de me poser des questions si je vais atteindre la cible ou pas. Un stand, 20 box, 20 tireurs qui visent la cible de précision. Ici, on pratique le 10 mètres air comprimé. On nous demandait d'être sur une position de 45 degrés. L'arme est déjà chargée. On est sur une position de 45 degrés. On compte 7 secondes. Après 7 secondes, on doit tirer un coup au bout de 3 secondes. Et normalement, il devait y avoir un juge derrière chaque tireur qui doit déterminer quelle est la personne qui a tiré le premier. Dans cette discipline, la précision, la rapidité et la beauté du geste sont mises en branle. On fait une série de tirs d'air comprimé. Donc là aussi, c'est une tir de précision, mais avec des cibles beaucoup plus petites. Ce n'est pas la même dimension, c'est des cibles beaucoup plus petites et là aussi on regarde la précision, si on peut vraiment atteindre la cible à 10 mètres. Personnellement, je suis une personne impatiente et là ça me permet de travailler la patience et également la précision, d'être calme, de prendre mon temps, de réfléchir et ça développe aussi le mental. Passionnée de ce sport, elle attire l'attention des uns et des autres sur l'usage des armes à feu. Les armes à feu ne sont pas utilisées pour tirer sur une personne comme ça. Donc il faudrait peut-être que ça soit en cas de force majeure ou bien que tu sois en danger pour le faire. Donc moi j'ai trouvé que c'était bien d'intégrer les civils, qu'on sache vraiment que l'arme n'est juste pas faite pour tuer mais pour un plaisir. À quelques mètres du premier champ, nous sommes au parcours de chasse. C'est ce qu'on appelle le skeet ou balle à attrape. Il se compose de 5 trajectoires et qui reflètent plus ou moins les différentes positions dans la chasse aux pigeons. Okay. Pour les tireurs, la sécurité est primordiale. Et quand on parle de sécurité, c'est déjà bon que les fusils soient toujours orientés dans la direction du champ de tir et des bouchons d'oreilles pour le tireur, ainsi que les lunettes.
Le ministre des Sports promet de soutenir la fédération de tir et chasse en termes de matériel. Une annonce saluée par le président de la fédération, Mamadou Ba, estime que le stand national olympique reste une priorité. Il est interrogé par Cheikh Tidiane John. Aujourd'hui, le ministre a parlé d'armes qui sont très chères, c'est exact. En toutes choses, dans toutes les disciplines, vous avez, disons, des articles, ou en tout cas des moyens pour les tireurs qui ne peuvent pas être les mêmes. Pour le tir aussi, c'est exactement la même chose. Vous avez tout à l'heure assisté à une compétition qu'on appelle le P22. Il s'agit de pistolets de défense qui ne coûtent absolument pas cher, qui sont accessibles à tout le monde, qui n'ont rien à voir avec les pistolets de compétition réels. Et donc, ces armes-là sont véritablement à la portée de tout un chacun. Et c'est très important que vous sachiez que le tir n'est pas un sport pour l'élite. Non. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. Dans quelques instants, retrouvez Lamine Samba et son équipe dans son émission Jongante qui reprend du service après un mois de congé. Bon début de semaine à tous.